Merci d'être là. J'ai le rôle de modérer la table et en même temps participer à cette table ronde. Autour de moi, j'étais particulièrement vraiment marqué par ce qui a été dit ce matin, avec une force, c'est-à-dire que c'est l'histoire, une histoire vivante, une histoire passionnante, et puis surtout cette histoire commune et cette mémoire à partager. Moi, c'est une table ronde, donc fatalement, elle va être transversale, avec des regards différents, et je vais essayer de pousser les orateurs à parcourir les thèmes d'une façon transversale pour aller encore en profondeur et donner d'autres témoignages. J'ai autour de moi mon ami Serge de Gallet, ancien ambassadeur, un homme de talent qui aime l'histoire et aussi cette passion pour la Tunisie. Et il va nous dire deux mots aujourd'hui sur ce qu'il fait pour faire un petit tour de table avant d'aborder chacun des orateurs. Bien, merci. Je suis toujours ravi d'être avec Hichem parce qu'il me couvre de compliments, ce qui est quand même assez rare dans l'existence. Donc voilà, actuellement je dirige un certain nombre de fondations d'utilité publique tournées vers les pays émergents et une fondation intitulée Fondation Tunisie Développement, dont l'objectif principal est de contribuer à la réduction du chômage des jeunes diplômés du supérieur dans les gouvernorats de l'intérieur. Et c'est un challenge, un défi redoutable, mais nous pensons pouvoir arriver à apporter une contribution, même modeste, qui sera utile. Monsieur Foued Lahoua, vous êtes chef d'entreprise, un homme, un énarque. Dites-nous un peu votre parcours, juste pour vous introduire. Foued Lahoua, donc énarque de formation. J'ai fait un doctorat de sciences politiques et puis j'ai été au niveau de la haute administration tunisienne en tant que directeur général des mines et de la géologie, bien que je sois énarque, et directeur général de la coopération tunisienne. Et depuis 1984, j'ai atterri dans une entreprise qui est filiale du groupe Salin, ici en France, dont je préside les destinées du conseil d'administration jusqu'à maintenant. Bien sûr, également, je suis président de la Chambre de commerce tuniso-française. Monsieur Hassan Zargouni, vous êtes un homme connu par les médias, en tout cas. Vous étudiez l'état de l'opinion, entre autres. Alors, deux mots sur vous. Deux mots. Je suis un pur produit de l'école publique tunisienne, qui est un des produits de la Troisième République française à la base. Ça a été dit ce matin. J'ai été lauréat au bac, donc on m'a envoyé faire prépa en France. Ça existe encore, les prépas. Et j'ai fait une sombre école qui s'appelle l'École nationale de la statistique et de l'administration économique à Paris, pour devenir statisticien, économiste, ce que je suis aujourd'hui. Et effectivement, j'ai fondé une entreprise, un bureau d'études sur l'opinion, les médias, les marchés. C'était un bureau d'études statistiques à Tunis, à Alger, à Casablanca. Et puis, j'ai, par de là, après la Révolution, fondé Microcred Tunisie, qui est une entreprise de microcrédit pour les micro-entrepreneurs, avec Jacques Attali à l'époque, avant qu'il sorte du pool de Microcred. Donc voilà le parcours un peu scolaire et professionnel. Monsieur Pierre Ménat, je vous remercie d'être là et de continuer aussi à fournir votre témoignage pour nous. En tout cas, je reviendrai pendant la table ronde sur des aspects avec vous. D'abord, je voudrais vraiment remercier monsieur l'ambassadeur Grasset, avec qui j'ai eu une discussion vraiment passionnante avant d'accepter et de venir ici.
Je pense qu'il a dit, il avait ce matin introduit les débats avec des mots-clés qui constituent véritablement la charpente de ce qui a été dit pendant la journée. Il a dit une chose pour nous, pour cette relation France-Tunisie. La Tunisie est un laboratoire pour nous, un laboratoire politique et un choix stratégique. Donc cette relation, elle est très particulière. Et je voudrais, entre autres, il y a un gisement complet dans les témoignages, dans les récits de ce matin. Je voudrais justement, et je remercie les 2 siècles parcourus par notre LATAF, qui a réussi véritablement une performance en termes de synthèse. Alors, d'ailleurs, je voudrais savoir aujourd'hui quelle est cette singularité tunisienne. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut la définir? Et d'abord, je commence par toi, Serge. Tu étais ambassadeur en Tunisie. D'abord, quelle est la dimension qu'on porte quand on est dans cette position? On est le représentant de la France en Tunisie, et puis aussi le représentant de cette Tunisie auprès des autorités françaises. Donc, en fait, il y a dans cette relation ce qu'appellent les physiciens une mécanique des fluides, c'est-à-dire qu'il y a un transfert de matière entre les 2 pôles. Alors aujourd'hui, comment définir cette relation et cette singularité tunisienne? Comment la définir? Avant d'arriver au point d'arrivée, je voudrais un peu mettre en situation mon séjour en Tunisie. Je suis diplomate de carrière, j'ai servi dans une petite dizaine de pays, et le hasard ou le choix a fait que, d'ailleurs c'est là que j'ai connu Frédéric, que j'ai remplacé à Téhéran, le hasard a fait que, le hasard des nominations du Quai d'Orsay, a fait que j'ai servi dans pas mal de pays qui ont été sous souveraineté, sous contrôle français. J'ai été en poste au Cameroun, au Togo, au Vietnam et en Tunisie. Donc pour un ambassadeur de France dans des pays comme ceux-là, la France a une place particulière, et donc l'ambassadeur de France se distingue des autres par l'histoire de son pays. Je dois dire que dans aucun de ces pays, je n'ai eu et j'ai servi aussi en Algérie comme stagiaire de l'ENA pendant près d'1 année. Dans aucun de ces pays, je n'ai eu à rencontrer d'hostilité particulière. Je dirais même au Vietnam, où on a combattu et lutté contre l'indépendance du pays. Les souvenirs n'étaient pas mauvais. Il n'y avait pas de ressentiment profond. Et je me souviens, quand je suis arrivé à Hanoï, j'ai organisé un déjeuner avec les anciens combattants de la guerre du Vietnam contre les Français. Il y avait là le président de l'association, il y avait le vice-président et d'autres membres du bureau. Le président de l'association, qui avait été le chef d'état-major du général Siab, parlait un français impeccable. Je le félicite, je dis: mon général, bravo pour votre français, où l'avez-vous appris? Il me dit: je l'ai appris dans vos prisons, j'y suis resté 8 ans. Bon. Il y avait son adjoint, qui était lieutenant-colonel, qui parlait un peu moins bien le français. Bon, comme j'avais commencé à poser la question, je lui pose la question, je dis: mon colonel, vous parlez bien le français? Il me dit: oui, je parle bien le français, mais je parle moins bien que le général, parce que je n'ai fait que 4 ans dans vos prisons. Alors, je lui dis: écoutez, vraiment, vous devez en vouloir à la France de vous avoir pris ces jeunes années.
Et les deux, à l'unisson, me disent, écoutez, non, on n'en veut pas à la France, on en veut à certains Français, parce que pour nous, la France, c'est pas celle que nous avons combattue. Pour nous, la France, c'est Pasteur, c'est Victor Hugo, et c'est pas les gens qui avaient des intérêts qui ont amené les Français et les Vietnamiens à se combattre. Tout ça pour dire que, et sans tomber dans l'angélisme, bien sûr, c'est que il reste quand même une certaine image de la France, et que cette image, elle se nourrit du passé, mais elle se nourrit également du quotidien. Et il est sûr que en 1967, quand le général de Gaulle a pris ses positions sur Israël, le général de Gaulle était l'homme le plus populaire dans les pays arabes, y compris la Tunisie. Donc, pour un ambassadeur de France, je dirais, à la limite, c'est plutôt un atout qu'un handicap de représenter une ancienne puissance colonisatrice, à partir du moment où, naturellement, on sait faire la part des choses. Alors, quand on est ambassadeur dans un pays comme la Tunisie, c'est un pays très différent de tous ceux dans lesquels j'ai servi, enfin la plupart, parce qu'il y a une proximité à la fois géographique, bien sûr, mais linguistique, sociale, très importante. Il faut savoir que nous avons en France entre 800 et 900 000 Tunisiens, résidents permanents. Bon, les statistiques sont un peu discutables, mais et sur ces 800 ou 900 000 résidents tunisiens, en fait, nous avons les 2/3 de Français, ce qui veut dire que 7 à 8% des Tunisiens sont français et circulent en permanence entre les deux rives. Et la Tunisie est un des pays où l'on délivre le plus de visas. Et si on ramenait le nombre de visas délivrés au nombre d'habitants, la Tunisie serait première ou seconde dans le monde. Donc il y a cette proximité, cette familiarité des populations, du facteur humain. Ensuite, il y a naturellement l'intérêt stratégique que la France porte à la Tunisie depuis toujours. Hein. C'est une des raisons de l'intervention au XIXe siècle de la France. C'était les incursions des Kroubirs en Algérie qui nous a amené à intervenir. Donc aujourd'hui, bien sûr, la dimension a changé. C'est une dimension beaucoup plus régionale, mondiale, mais on sait bien que la Tunisie est un élément important de stabilité dans la région. Et on comprend tout à fait que les Tunisiens ne soient pas satisfaits du tout de ce qui s'est déroulé en Libye et des perturbations qui sont suivies parce qu'on n'a pas prévu le coup d'après. Donc on a aussi un attachement à la stabilité du pays. Troisièmement, c'est que on voit bien qu'un pays comme la France ou même comme l'Europe, on ne peut plus raisonner à l'échelle nationale ou européenne. Face aux États-Unis et à son comportement, face à la Chine, à l'Inde, etc., il nous faut atteindre une certaine taille. Et cette taille, on l'obtient par une approche régionale élargie, voire très élargie, en ne s'arrêtant pas au Sahara, mais en allant au sud de l'Afrique. Et donc, cette dimension est également quelque chose d'important dans le travail de l'ambassadeur, tant vis-à-vis des autorités tunisiennes que des autorités françaises ou européennes. Et cela amène bien sûr à un certain nombre de mesures
qui doivent lever des barrières. Parmi ces mesures, ça a été cité tout à l'heure par le professeur, il y a les accords passés avec l'Union européenne qui ont permis, malgré des prédictions très sombres, de diversifier l'économie tunisienne et de lui donner une dimension industrielle que n'ont pas beaucoup de pays de cette catégorie. Également, je m'y suis attaché quand j'étais ambassadeur, faciliter la circulation des personnes avec un accord qui a été signé, qui à la fois faciliter la circulation des personnes par la délivrance de ce qu'on appelle des visas de circulation de longue durée, et également un effort sur la formation professionnelle pour répondre au marché de l'emploi et éviter le chômage. Donc, ce sont là des actions qui ont une dimension singulière pour répondre à la question. Et naturellement, c'est sur tous ces domaines que l'ambassadeur de France, avec d'autres ambassadeurs, notamment européens, nous devons agir. Et il y a peu de pays dans le monde où on a une telle profondeur des intérêts et une telle diversité des secteurs d'échange. Dans cette fabrique de l'histoire, on l'a vu ce matin, il y a un partage de la mémoire, de l'histoire. Les gens se sont mélangés, échangés. Est-ce que on a l'impression en permanence qu'elle est un peu en décalage? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui manque. La réalité humaine est parfois beaucoup plus avancée que cette relation institutionnelle. Est-ce que c'est une fausse impression ou quelque chose que c'est peut-être le poids des inerties? Peut-être qu'est-ce qui retarde? Parce que on voit, c'est une relation fusionnelle. C'est absolument... et on le voit à travers aussi ce partage humain entre les deux rives. Donc c'est une relation qui a une dimension qui dépasse le cadre normal d'une relation d'État à État. Oui, mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a quand même des intérêts particuliers qui sont défendus et qui, à court ou à moyen terme, ne coïncident pas avec les intérêts de la Tunisie. Bon, si on prend par exemple le cas de l'huile d'olive, il est clair que l'Union européenne devrait se montrer plus ouverte pour accueillir l'huile d'olive parce que c'est une denrée qui fait vivre beaucoup de personnes, qui maintient les personnes dans le monde rural. Donc il y a une sorte d'intérêt stratégique. Mais vous avez et cet exemple peut se reproduire, enfin se répéter dans d'autres secteurs. Vous avez des producteurs grecs ou espagnols qui défendent leurs intérêts. Et à la fin, c'est un compromis. Voilà. Donc, vous avez également dans les services de l'État, s'agissant des questions de migration, des réflexes. Des idées toutes faites et qui freinent ce que l'on doit faire. Je dois dire, et souvent c'est une question d'homme. Moi, j'ai pu, mais je crois que mon ami Ménard confirmera, on a pu faire quelque chose qui est vraiment de singulier en matière de circulation, qui à l'époque était singulier en matière de circulation et d'appui aux formations et donc à l'emploi sur place, parce que j'avais dans l'administration française quelqu'un qui comprenait, qui était au ministère de l'Intérieur et qui comprenait les enjeux et qui n'a pas réagi en disant oh là là, ça va être de l'immigration de plus, cet ambassadeur il est irresponsable, etc. Bon, donc il y a quand même des freins, des résistances qui sont pas forcément de mauvaise foi. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on peut toujours être tous deux d'un avis contraire et tous les deux avoir raison. Je m'adresse à Fouad Lahwa, qui est un chef d'entreprise, un homme
il l'a dit avec la formation qu'il a. Qu'est-ce qui, dans vos yeux, à travers vous, qui exprime cette singularité tunisienne? Comment vous, en tant que cet être de l'entre-deux, si je puis dire, puisque vous avez une culture française, comment vous décrivez cette singularité? Comment vous la vivez? Oui, tout d'abord, je voudrais remercier la Fondation et son président et l'ensemble du personnel de nous avoir gratifié ce matin d'exposés historiques de haute tenue et également de nous avoir gratifié avec un programme très judicieux. Je voudrais, si vous le permettez, remonter un peu à un aspect historique. J'ai retrouvé dans le cadre des recherches que j'ai entreprises pour cette manifestation une lettre du ministre Khiaveddine qui a été adressée au consul général Roustan en 1875. La Tunisie aidait à ce moment-là la France à se relever des grandes inondations qui ont eu lieu à Toulouse, et la Tunisie a bien sûr accordé des subventions à la France. Dans le temps, c'était 5000 francs, et le général Khiaveddine lui-même a fait un don de 2000 francs à l'époque. Alors, pour revenir à cette origine du protectorat, donc c'était financier, et les principes fondateurs du protectorat tunisien tels que formulés par Barthélemy Saint-Hilaire, il disait « réorganiser la Tunisie sans qu'il en coûte au trésor. Le pays par lui-même est assez riche pour n'avoir besoin que d'ordre et de justice. Les entreprises particulières feront le reste, approuvé par le gouvernement du Bey sous la haute surveillance de quelques agents français et spécialement de notre ministre résident. » Donc, pour le côté français, il s'agit d'une mission civilisatrice qui est terminée depuis 1956 et Dieu merci, depuis cette période, la coopération tuniso-française s'est orientée essentiellement vers l'aspect économique, vers l'aspect culturel et vers l'aspect social. Alors, vers l'aspect économique, il faudrait qu'on vous dise, et ça a été dit par mon ami Serge de Gallet, que la France est pratiquement le premier pays au niveau de l'aide économique. La France, c'est également le premier pays en matière d'investissement hors énergie. Et au niveau des entreprises qui travaillent en Tunisie, il y a 1340 entreprises qui travaillent et qui engendrent un personnel de 140 à 150 000. C'est vous dire l'importance de la France, mais qui malheureusement, depuis la Révolution, est en train de perdre sa première place au profit de l'Italie, et l'Allemagne est en train de courir après, et d'ici quelque temps, elle pourra éventuellement dépasser la France. Alors, comme l'a dit Serge de Gallet, la communauté tunisienne en France est assez importante, c'est 700 à 800 000 Tunisiens en France, contre pratiquement 15 à 25 000 Français en Tunisie, dont plus des 2/3 sont des binationaux. Ceci étant pour l'aspect économique. Alors, depuis 2011, cette aide économique a beaucoup faibli et elle s'oriente de plus en plus vers une aide à la société civile. Et quand le président Macron a annoncé le 1er février 2018 à Tunis que les investissements français vont doubler en Tunisie, et quand il a réitéré son engagement cette année avec l'arrivée du Premier ministre tunisien, on voit mal comment ces investissements vont doubler, d'autant plus que la Tunisie fournit de plus en plus, entre l'année dernière et cette année 17-18,
il y a eu plus de 3000 ingénieurs, informaticiens qui sont partis à 80% en France et le reste en Allemagne. Il y a eu 800 médecins tunisiens qui sont également partis de Tunisie vers la France et très peu sont en Allemagne. C'est vous dire que ceci constitue une aide de la Tunisie à la France, une aide très importante, parce que lorsque vous devinez le coût de la formation de ces gens-là, vous avez une idée de ce que ça coûte au pays. Donc, je dirais que augmenter les investissements, c'est une excellente chose, mais il y a lieu de créer éventuellement des investissements en Tunisie pour pouvoir marquer ces gens-là et les inciter à rester en Tunisie. Je voudrais revenir dans le cadre de cette originalité de la Tunisie, revenir au nombre des étudiants. Le nombre des étudiants qui était de 100 Tunisiens en France, qui était de 137 en 1934. Et il est passé en 1956 à 1000 personnes. Maintenant, il est actuellement à 11 573 personnes en 2014-2015. C'est vous dire l'importance de cette coopération culturelle. Et je dirais que dans ce cadre-là, compte tenu des problèmes de visa qui se posent à pas mal de ces gens-là, donc ce sont des gens qui se tournent vers les États-Unis, vers le Canada, et en tant que francophones et francophiles convaincus, je dirais que c'est dommage de les laisser partir ailleurs, parce que ce sont les grands décideurs de demain, et quand les décideurs se trouvent de l'autre côté, quand ils ont été formés à l'américaine ou à la canadienne, c'est dommage pour nous et c'est dommage pour la coopération tuniso-française. Hassan Zargoni, tu passes ton temps à arpenter le terrain, tu découpes en rondelles l'opinion et même les réalités du pays. D'abord, comment, en tant que cet expert particulier, comment tu ressens cette singularité tunisienne avant d'aborder d'autres aspects? Je pense que ce témoignage est important. Je vais vous répondre sur la singularité tunisienne, ensuite ce qu'il reste de la France en Tunisie. Absolument. Rapidement. D'abord, la Tunisie, les Tunisiens. Si j'ai un adjectif ou un mot qui ressort en premier quand on parle tunisien ou Tunisie, c'est c'est l'agilité. Agilité. L'agilité qui fait que dès qu'on est au bord d'un gouffre, quel qu'il soit, politique, institutionnel, économique, social, les Tunisiens arrivent toujours à faire un pas en arrière, heureusement, et pour peut-être mieux sauter. Cette agilité toute tunisienne, elle est le fruit de notre fatalité géographique, qui a produit notre histoire, notre histoire grecque, turque, française, andalouse, juive, arabe, berbère. Tout ça, ça a contribué énormément à cette faculté de rebondir. Et tel un chat, tel un félin. Et les 8 dernières années, combien de fois on était au bord du gouffre, mais de vrais gouffres. On était dans des gouffres institutionnels, parfois même. On était une fois dans une manif, on était 400 000 personnes, à 5 mètres du mur du Parlement, qui est l'origine du pouvoir en Tunisie après la Révolution. Le Parlement, notre système est parlementaire relativement. Personne n'a eu l'idée de sauter le mur. Ça n'arrivait pas à l'esprit des gens de le faire. L'ambassadeur d'ailleurs des États-Unis m'a dit, ça aurait été à Washington, les gens l'auraient fait. Mais en Tunisie, ils l'ont pas fait. Et c'est ça, c'est une forme d'urbanité peut-être, à la Ibn Khaldoun. Oui, disons une forme de résilience urbaine, et qui quand le rural rentre dans la ville, il est absorbé et donc
l'urbanité, elle absorbe tout et finalement, les choses se passent relativement bien. Aujourd'hui, on souffre un peu sur le plan économique, pas politique. Bon, politiquement, on a gagné énormément. Liberté, démocratie, on partage les mêmes valeurs. Mais sur le plan économique et social, on a des problèmes. C'est vrai, le temps économique et le temps social a été quelque peu oublié par l'accélération du temps politique, mais qu'est-ce que c'est 8 ans dans la vie d'un peuple ou d'une nation? C'est rien, vraiment. Le processus tunisien, quand on compare ce qui se passe au Yémen, en Libye, en Syrie, en Égypte même, et d'ailleurs on a contaminé légèrement un peu quand même l'Algérie, on peut le dire fièrement, la manière de faire les choses. Donc en fait, il y a tu m'as posé, Hichem, la question sur la singularité tunisienne. C'est ça, c'est cette agilité qui fait qu'à la fin, le message fondateur du père fondateur de la Tunisie moderne, qui est Bourguiba, qu'est-ce qu'il a dit en relation avec le colloque d'aujourd'hui? Il a dit, on voudrait effacer les raisons, ou disons, on voudrait que les raisons pour lesquelles la Tunisie a été colonisée n'aient plus lieu. C'était quoi? C'était l'ignorance et l'état un peu délétère ou un peu l'état en fait social dû à une structure familiale non équilibrée. Ça, pour lui, clairement, c'est la femme qui devrait revenir comme étant la colonne vertébrale de la société. Et donc, en premier lieu, l'éducation et le statut de la femme. Et pourquoi le peuple tunisien a adhéré? Parce qu'il a en lui cette forme d'agilité, d'accepter la modernité, d'être ouvert, de tester. Mais alors, je viens au deuxième élément qui est plus sombre, parce que j'ai dressé un peu... Non, plus sombre. Et je voudrais vous mettre en garde, si vous permettez, messieurs, dames, vraiment, sur ce qui se passe en Tunisie. La langue française n'est pas au point en Tunisie. Et la langue française, c'est le butin de guerre numéro 1, et de loin. C'est ni le phosphate, ni l'huile d'olive de Bourde ou de... Non, c'est la langue française qui fait que on décode le message français. La France veut parler de laïcité. S'il n'y a pas de langue française acquise, on ne comprendra jamais ce qu'est la laïcité. Si la France veut vendre, je sais pas, le cartésianisme, une forme de rationalité, le message passerait pas ou passerait moins. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation où la langue française, d'abord, elle est malmenée à l'école. Ensuite, elle est malmenée dans les médias. Elle est quasiment absente dans les médias. Dans les réseaux sociaux et Internet, vous savez, la langue française représente 3,7% ou 4% d'Internet globalement dans le monde. Et donc, la nouvelle génération, et messieurs les ambassadeurs savent ce qui se passe, par exemple, au Moyen-Orient, au Proche-Orient, le cas libanais, où il y a une... Donc, la langue française, elle est très, très défiée, pour ne pas dire challengée, j'allais dire un néologisme anglais qui est... Donc, en fait, faisons attention à cela. Comment rebondir? Comment faire? Est-ce utile d'abord? Quel intérêt pour la France de garder la langue française forte dans un pays comme la Tunisie? Sur le plan économique, c'est évident. Sur le plan culturel, c'est encore plus évident. Et sur le plan même des relations, parce que le colloque parle du devenir, je m'interroge sérieusement sur le devenir des relations tuniso-françaises si la langue française continue à péricliter, je dis bien le mot péricliter, dans un pays comme la Tunisie, qui est à 1 heure de vol de Nice. Est-ce que cette interpellation, elle a une adresse précise? Parce qu'il faut identifier peut-être aussi qui est responsable. Absolument. Il y en a trois. Serge de Gallet, ici, sait très bien de quoi je parle. Monsieur Ménage, je l'ai vu aussi dans sa résidence à la Marsa, et je lui en ai parlé à l'époque. C'est d'abord l'école. Toute la base, c'est l'école.
aujourd'hui, on est arrivé à une génération d'instituteurs et de maîtres d'école qui eux-mêmes ne maîtrisent plus le français. C'est ça qui est problématique. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à reproduire. Moi, j'étais à l'école tunisienne. J'ai appris l'histoire géo en arabe. J'ai fait philo en arabe. Donc, je suis totalement arabisé parce que dans les années 80, on a arabisé l'école. Bon. Mais, bon, mon séjour en France, le fait que j'ai eu une bourse tunisienne d'abord pour faire prépa à Jean Saï, ensuite une bourse, merci le ministère des Affaires étrangères français, une bourse CES, une bourse française mais j'ai eu cette chance. Mais les Tunisiens n'ont pas forcément eu tous cette chance de pouvoir accéder à la France, à la francicité, à la langue française, à cette culture. Et à partir de là, je pense que la première chose à faire, j'ai rencontré M. Douste Blazy le 12 octobre 2005, grâce à M. Serge de Gallet d'ailleurs. Il m'a dit « Dites-lui ce que vous voulez dire ». Je ne me suis pas privé, je lui ai dit « Il y a un problème à l'école ». Et je lui ai dit qu'il va falloir former les formateurs d'abord, ensuite remonter la machine et mettre un peu... Bon, je comprends que la France n'a plus les vrais moyens, comme d'habitude, et n'a plus les moyens d'être cette force d'influence classique. Bon, donc ça, c'est d'un. Le deuxième, c'est les médias. Les médias, nous, dans nos études, on voit que l'acquisition et l'intériorisation d'une langue, une appropriation, se fait à 60% par les médias. C'est pas l'école, c'est les médias. On regarde TF1. D'ailleurs, dans les années 2000, début des années 2000, les Algériens parlaient comme TF1 et non pas comme ce que leur dit le professeur à l'école. Donc c'est dire à quel point les médias... Alors aujourd'hui, quand on analyse la fréquentation des médias en Tunisie, on trouve que la langue française est absente au niveau de la réception. Il n'y a rien. Fini. C'est 1 à 2%. La première chaîne française la plus vue, elle est dans le top 10, elle est 9e, 10e. Elle a 1,4% de taux d'audience quotidien, ce qui est pas mal, mais elle est en langue arabe. C'est France 24, langue arabe. Bon. Donc l'esprit de la France y est, l'art de vivre, tout ça, mais en arabe. Bon. Mais est-ce qu'il y a possibilité pour la France d'intervenir au niveau des médias, notamment audiovisuels? Au niveau public, c'est compliqué. Et au niveau privé, il y a des possibilités. Je pense que tout n'a pas été fait pour que, justement, la France ait sa présence naturelle en termes... Alors, troisième source, je finis, c'est Internet. Bon, c'est mondial, vous me diriez, mais des contenus... qui peuvent intéresser les Tunisiens venant de France, en langue française, il n'y en a pas beaucoup. Et peut-être que, à l'instar de ce que fait le USGov, faire carrément des cellules pour la Tunisie, parce que ça existe au département d'État américain, qui travaillent d'une manière... comme la radio Sawa ou la télévision Hora, etc. Il y a des contenus qu'on lâche sur Internet comme ça, où il y a de la congruence, où les gens se retrouvent, ils se retrouvent mais c'est en français. Et à partir de là, c'est possible. Aujourd'hui, je finis là-dessus, les films sont vus en langue anglaise, grâce aux chaînes Dubaï, saoudiennes, etc. Le contenu audiovisuel est en anglais, le contenu Internet est en arabe, le contenu médiatique il est arabe de tous les jours, dialectal. Donc voilà, absence de langue. J'ai tartiné énormément sur la langue française et je considère que je peux même m'en tenir qu'à cela, eu égard à l'importance de cet aspect. Il est primordial. Et si mon message n'est pas passé, c'est que j'ai raté mon coup avec vous devant... Voilà. Qui dit agilité, mais aussi altérité et diversité. Claude Nataf est un grand connaisseur de... Est-ce que dans cette singularité tunisienne, le fait de perdre un peu ce pluralisme sociologique, c'est aussi une manière de se fermer ou de se réduire ou de s'amputer d'une partie de soi. Exact. On l'a vu dans plusieurs épisodes après la Révolution.
Monsieur Habib Kazdagli a souffert énormément de cela dans sa fondation, un moment à l'université. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que la langue arabe, va nous enfermer, nous, Tunisiens, sur ce qu'on avait comme, par exemple, diversité, qu'on vivait. Tout à l'heure, avec M. Nataf, je vais le dire, puisqu'on est seul, il n'y a pas les médias. En prépa, quand un jour je sortais à 17h de Janson pour chercher mon Mars quotidien, et il y a une dame avec une Honda Civic noire, elle dit « Mais monsieur, elle me voyait sortir, elle me dit « Mais c'est pas sérieux, c'est pas comme ça qu'on sort », parce que j'étais en chandail et il faisait très froid, c'était pas suffisant visiblement. Elle m'a dit « Il faut se couvrir, on est à Paris, il fait froid ». Ok, ensuite j'ai appris que c'était la mère d'une amie qui était en classe, Emmanuel Moiti. Cette dame, c'est Fabienne Smadja, son mari, feu Lucien Moiti. Cette dame-là, j'ai déjeuné donc chez elle parce qu'elle m'a invité in vivo à déjeuner dimanche chez elle. J'ai déjeuné et j'ai habité 12 bis rue Rénoir pendant 3 ans et demi gratuitement chez elle dans le 16e. Donc, si je raconte cette histoire en Tunisie, dans la Tunisie d'aujourd'hui, c'est de la science-fiction. Ils comprennent pas. Ils savent pas qui est Monsieur Smadja ou ce que c'est que la famille Moiti. Smadja qui était parmi les Smadja, docteur Smadja qui était le médecin de famille dans l'histoire. Et les gens ne savent pas que c'était ça la Tunisie. Que moi, qui la faute? Que moi, j'ai vécu au Bardo dans une rue. Avant, elle s'appelait Cavaillon, maintenant rue de Beyrouth. C'est plus joli. Rue de Beyrouth, c'est plus joli. Mais en tout cas, mes voisins, c'était que des Italiens ou des Français. Que ça. Et on vivait tranquille, très bien. Et les gens, si je leur dis ça, aujourd'hui, ils se rendent pas compte. C'est pas possible. Alors que le premier garçon ou fille que je vois de ma vie, il était italien, il était français. Et donc, je finis pour te répondre. C'est effectivement, il y a une montée non pas jusqu'à la xénophobie, mais plutôt on n'accepte pas, voilà, enfermement, donc on n'accepte pas l'autre. Ensuite, l'autre que je connais plus, donc il est méchant, il est moche, il est méchant, il me veut du mal. Ensuite, je le diabolise. Ensuite, je le refuse. Ensuite, je le transforme en ennemi. Et je finis mes propos. Je veux vous faire peur pour qu'on en prenne conscience, comme ça on y travaille, sérieusement. Monsieur Kazdagli, tout à l'heure, arborait fièrement cette continuité historique entre période coloniale et la période récente, contemporaine, avec les rues de Paris, avec la rue Charles de Gaulle. J'ai voulu envoyer un email, moi, à monsieur Geoffrey. Geoffrey, tu m'entends? Il est à la régie. Geoffrey, j'ai voulu. Monsieur. Alors, il est à la régie. J'ai voulu qu'il nous projette cette photo. C'était le 20 mars, ce 20 mars, la fête de l'indépendance. Alors, un jeune Tunisien. Alors, on voit bien avec ses attributs, on voit bien de quel. D'où il vient. De quel camp politique il vient. Et alors, il porte quoi? Rue Charles de Gaulle. Enlever la plaque. Donc voilà la Tunisie d'aujourd'hui aussi, monsieur Kazdagli. Et donc ce garçon-là, il connaît pas, par exemple, la doctrine pro-arabe de Charles de Gaulle dans le Quai d'Orsay et la référence dont tu as parlé tout à l'heure, et que pourquoi Jacques Chirac est très très quand même populaire, notamment en Palestine, et Hubert Védrine quand il dit vrai par rapport au problème israélo-palestinien, ou alors Villepin avec son discours du 15 novembre 2003 qu'aucun Tunisien ou aucun Arabe ne peut oublier, le février, pardon, au 14 février, aux Nations Unies, au Conseil supérieur à New York. C'est des moments qu'on n'oublie jamais et qu'on n'oubliera jamais, parce qu'il y a la doctrine encore vivante, jusqu'à quand, de Gaulle, gaulienne en tout cas, au Quai d'Orsay. Donc en fait, ce garçon,
je le blâme pas, il sait rien. C'est nous, c'est vous, nous, tous responsables. Donc, la langue, elle nous enferme forcément et donc elle nous rend complètement coupés du monde au point où on ne sait plus si vraiment les valeurs universelles sont vraiment utiles pour les gens ou pas. C'est ça qui est le vrai défi aujourd'hui. L'ambassadeur Grasset m'a raconté des témoignages personnels sur son parcours et notamment il m'a dit une phrase qui est très importante et qui va me permettre de me connecter à Monsieur Menat. Il m'a dit, quand il était jeune diplomate, il y avait un ambassadeur qui lui a dit « Travaillez pour les archives, faites des notes ». C'est que, d'abord, vos notes à vous, dans cette relation de l'entre-deux, comment dire les choses sans langue de bois, dans la construction de cette mémoire commune, de cette... moi, je trouve que le décalage est énorme. Zargoni l'a dit, il y a une rupture systémique, d'une certaine façon. Oui, vous avez raison. En ce qui me concerne, il y a deux types de périodes. Il y a des périodes, je dirais, normales, même si ces périodes normales sont marquées par des événements importants. Ce que disait notre ami Zargoni sur les langues, je considère que c'est fondamental. Mais après, il y a les périodes de crise, comme celle que j'ai vécue en Tunisie, parce qu'ailleurs, c'était différent. Et là, effectivement, se pose la question des archives. Alors, il y a, si vous voulez, les règles officielles pour les archives, donc c'est un certain nombre d'années. Donc, moi, mes télégrammes seront publics dans, maintenant, je dirais, parce que c'est 8 ans passés, donc ce sera dans 39 ans, enfin, dans 41 ans. Voilà, donc, mais cela étant, il y a une, pour vous répondre, parce qu'évidemment, si on attend 40 ans, moi, j'ai adopté une règle un peu différente, c'est que j'ai fait un livre sur cette période. Alors évidemment, dans un livre, on ne peut pas tout dire, parce que pour une raison simple, c'est que j'ai écrit ce livre alors que j'étais encore au ministère, donc il a été approuvé par le ministère. Donc, mais enfin, cela dit, quand il est sorti, je n'avais plus d'obligation de réserve, donc j'ai publié. Si vous voulez, la différence, c'est que ce n'est pas les textes eux-mêmes, mais c'est le véritable contenu des textes. Et il y a un critère, c'est qu'il est sorti il y a 3 ans et demi, personne n'a contesté ce qu'il y avait dedans. Or, je dis quand même un certain nombre de choses. Pas tout. Il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment dire parce que ça relève vraiment de la mécanique des décisionnels au sein de l'État. Et il y a eu effectivement un certain nombre de décrochages qu'on a eu à ce moment-là. Comment servir cette relation pour qu'elle aille vers cette richesse humaine? Mais vraiment, aujourd'hui, pour moi, c'était pas de l'histoire morte. Il y avait des vies à travers les récits des uns et des autres. Alors, vous voulez dire par le récit, parce que ou par l'action, parce que c'est. Par l'action. Ah voilà, parce que le récit, si vous voulez, ça vient après. L'action vient tout de suite. Dans l'action, eh bien, je crois qu'aujourd'hui, les principaux domaines ont été évoqués. Il y a d'abord, évidemment, et ça a été évoqué abondamment, avec la confiance ou la moindre confiance, il y a les relations politiques entre les dirigeants, parce que c'est nos dirigeants qui donnent l'impulsion. Il ne faut pas, les diplomates, il ne faut pas les surestimer. On ne peut rien faire sans l'impulsion de nos dirigeants politiques, des deux côtés. Quand on sert dans un pays, moi, il se trouve que dans 4 pays, s'il n'y a pas la confiance entre les dirigeants, les diplomates ne peuvent pas faire grand-chose. Deuxièmement, il y a ce qui a été évoqué par Serge de Gallet, Fouad Lacroix et Rami Zargoni, c'est les relations économiques qui créent, c'est elles qui créent une véritable synergie. Troisièmement, il y a, ça a été évoqué aussi, les communautés. Donc, alors c'est un peu déséquilibré, puisqu'il y a 20 000 Français en Tunisie, 600 ou 700 000 Tunisiens en France. Et puis, le fond du problème, je crois que c'était, moi je partage totalement ce qui a été dit, c'est la culture. Et la culture, ça passe par la langue. Alors, simplement, je ne m'arrêterai quand notre ami nous dit l'école, il ne faut pas oublier un facteur, parce qu'on n'en a pas parlé, tout le monde le connaît, mais on n'en a pas parlé ici, c'est le réseau, parce qu'il y a évidemment le plus important, c'est le français dans l'école tunisienne, parce que c'est ce qui couvre, c'est ce qui touche le plus de monde. Mais il y a aussi le réseau scolaire français, qui n'est pas négligeable, qui au départ était destiné, dans son origine, était destiné plutôt aux Français
de l'étranger, mais qui, dans un pays comme la Tunisie, accueille énormément alors je ne sais plus aujourd'hui combien il y a d'élèves. Aujourd'hui, c'est 90% voilà. de Tunisiens dans les écoles. Voilà. Et avec chaque année, pour l'ambassadeur, là je pense que tous nos professeurs ont connu cette terrible épreuve qui est de recevoir pour l'ambassadeur, sans parler des niveaux intermédiaires, des milliers, je dis bien des milliers de demandes, des centaines et voire des milliers de demandes de gens qui n'ont pas pu entrer, de familles qui n'ont pas pu être admises et qui retentent, avec, y compris, si vous voulez, parfois, de très très fortes, dans le système qui existait, de très très fortes pressions, en disant il faut absolument l'accepter tel. Bon. Donc voilà, si vous voulez, et évidemment l'université. Après, il y a ceux qui ont des cours de français dans l'enseignement du pays. Ensuite, il y a ceux qui vont dans les écoles françaises. On a 2 groupes scolaires à Tunis, hein, donc plus d'autres encore. Et puis l'université, 12 000, à peu près ce que nous a dit Foued, 12 000 étudiants tunisiens en France. Je crois qu'il faut le développer. Voilà, il faut le développer sans cesse. Hein. Voilà. Et vous savez, moi je disais tout à l'heure à notre ami, je terminerai par là, j'étais après la Tunisie, j'ai été nommé ambassadeur aux Pays-Bas. Donc en Tunisie, on avait 12 000 étudiants français. Bon, il y avait très peu d'étudiants français en Tunisie. Aux Pays-Bas, il y avait 600 étudiants néerlandais en France et 2400 étudiants français aux Pays-Bas. Alors pourquoi ? Eh bien, nous en revenons à la langue. Les étudiants néerlandais, c'est pas que nos universités sont moins bonnes, hein, c'est plutôt elles sont moins bien classées à cause de ça, parce que nous n'avons pas assez de cours en anglais. Et paradoxalement, pour pouvoir promouvoir le français, il faut aussi admettre un peu l'anglais chez nous. Moi je donne un témoignage personnel. Moi, je suis le produit de cet entre-deux. Je dirige 3 magazines sur l'Afrique, avec des séquences Maghreb et Afrique subsaharienne. Et je suis totalement dans cette espèce de culture et de ce partage commun. Mais je dis une chose, moi, en travaillant sur le Maghreb et l'Afrique, il y a une expertise française unique au monde sur le Maghreb et l'Afrique, et on a l'impression qu'il y a une couche d'ozone qui sépare ce savoir. Il faut voir l'Institut de France, il faut faire la visite pour voir cette richesse dans les chromosomes de pays, les transformations des savoirs. Et donc, pour moi, je m'attendais, par exemple, à ce qu'il y ait une refondation de cette relation France-Afrique, France-Maghreb, parce que, pour moi, qui se témoin, cet acteur de l'entre-deux, je fabrique de l'opinion à travers des magazines, et je pense que, sincèrement, elles ne sont pas tout à fait à la hauteur. Je pense qu'il y a une profondeur qui n'est pas entièrement en phase avec cette richesse humaine, mais inimaginable. Et il faut voir, aujourd'hui on parle des diasporas. J'ai fait un dossier sur la politique de Macron en Afrique, avec notamment le Conseil présidentiel pour l'Afrique. Aujourd'hui, on parie sur les diasporas, mais il y a énormément des gens qui sont français, mais qui veulent porter cette voix de la France vers l'extérieur, dans cette pluralité d'identités, et qui sont bridés. Mais je vous assure, il fallait écouter des forums qu'il y a eu là-dessus, et je crois que l'évolution aujourd'hui n'est pas tout à fait axée, parce que la diaspora n'est pas comprise, je vais te donner la parole, dans son véritable sens de trait d'union. C'est-à-dire qu'on pense diaspora immigré, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des Français, mais avec leur diversité sociologique. Je te laisse la parole. Oui, concernant ce point de qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'il faut trouver des solutions. D'abord, il faut surfer sur certains événements. Il y a un événement important qui va avoir lieu l'année prochaine, en 2020, octobre-novembre, c'est ça, Serge ? Novembre, voilà. Il y a le sommet de la francophonie. Bon. Pour tous ceux qui ont un lien quelconque avec la Tunisie, quel qu'il soit fils d'anciens
administrateurs ou militaires, ou qu'ils viennent, qu'ils marchent, qu'ils déambulent dans les rues de Bizerte ou de Sfax ou de Metlaoui, 600 fils de mineurs. En tout cas, c'est une occasion importante de faire le point, de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Je partage tout à fait l'idée de Son Excellence, Monsieur Mena. L'argent, c'est très important. Les relations économiques, c'est fondamental. S'il y a quelque chose à vendre, je le dis toujours, moi, dans mes conférences, c'est que le français est la langue des PME. Encore. Si j'ai un contrat à faire aujourd'hui avec la société Total, ça va être en anglais. C'est ça qui est terrible. Mais quand je fais un contrat avec une petite entreprise française ou moyenne entreprise française, c'est en français encore. Et que le tissu industriel ou tissu entrepreneurial tunisien, par exemple, il est formé essentiellement de PME. On est un peu à l'italienne là-dessus. Et que la conquête, par exemple, des pays africains où la langue française est encore en partage et elle est présente encore, elle est encore vive, c'est aussi une affaire de PME. Donc, voilà un argument. J'essaie de trouver des arguments. L'autre élément sur lequel on pourrait travailler, Serge de Gallet, un pionnier, encore une fois, en dirigeant cette fondation Tunisie Développement France. Qui s'appelle comment ? Fondation Tunisie Développement. Développement. Bon. Alors, en fait, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'on voit bien, nous, voilà, les militaires vont me comprendre. Les Allemands, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont 6 à 7 fondations. Il y a le système français, anglais, anglo-saxon qui est basé sur les fondations. Ces fondations fonctionnent très bien. Sur l'éducation, sur l'économique, sur le social, sur la société civile, sur le politique. Ils sont dans la formation, ils sont dans la construction institutionnelle, voilà, et que la France, elle pêche, si je me permets, je me permets à côté de diplomates ici, c'est qu'elle regarde beaucoup trop les microcosmes proches d'elle, comme disait. Comme me le rappelle souvent Serge, comme disait Raymond Barre, la Tunisie est un pays de microcosme. C'est vrai, c'est tout ce que connaît la France. Elle va pas en profondeur, la France, pour bien connaître le pays en profondeur. Ça lui a joué des tours, d'ailleurs, l'entre l'avant et l'après-révolution, et après la révolution même. Hein. Donc, en fait, il y a l'IRMC qui essaie de faire des choses, mais ça suffit pas. En fait, les fondations, alors je ne sais pas quelle réponse la France peut apporter comme système parallèle ou système qui ressemblerait aux fondations. Je pense par exemple aux fondations américaines liées aux universités. Voilà. Toutes les grandes universités américaines ont des fondations. Et elles sont très, 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 très dynamiques en Tunisie aujourd'hui, considérant la Tunisie comme étant un laboratoire. Donc on a Harvard, Columbia, toutes sont présentes en Tunisie actuellement. Toutes, Parce qu'ils sont dans l'opérationnalisation. Voilà. Et donc, que fait l'école polytechnique ? Que fait l'école des Ponts et Chaussées ou HEC ou même Sciences Po ou l'ENA Paris ou Strasbourg que font ces institutions pour être présentes avec leur exégèse académique, ensuite sociale, politique, économique, je sais pas. Je réfléchis avec vous, hein, vraiment. Bon, peut-être Foued, parce que moi je trouve que le chef d'entreprise, et on va terminer dans 5 minutes, un petit tour et on s'en va. Je voudrais savoir cette force, parce que tu as emmagasiné une expérience du secteur privé. C'est-à-dire quel est le levier qu'il faut avoir entre les mains ? Tout ce qui a été dit par Hassan, il faut le faire, mais comment faut-il le faire ? Parce que il faut se poser la question, la France avec tous ses problèmes actuels, est-ce qu'elle a les moyens
de s'occuper du culturel et de s'occuper d'autre chose. Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a plus de subventions économiques et qu'au contraire, la France s'est tournée depuis 2011 vers la société civile, qu'elle est en train d'aider sur l'aspect culturel et ça s'arrête de plus en plus à ce stade. Il n'y a plus les grands crédits genre FASEP, et tout, même le FASEP n'a pas été reconduit. C'est vous dire, on table sur une augmentation des investissements, un doublement des investissements, sans pour autant qu'il y ait les mesures d'accompagnement pour doubler ou pour même augmenter ces investissements. Il n'y a plus que des investissements dans un aspect culturel qui bat de l'aile, comme l'a bien décrit Hassan Zargouni, puisque la francophonie est en train de perdre sa place au détriment de l'arabe, de l'anglais, pour diverses considérations, entre autres l'apport de nos amis nahdaouis qui prennent la langue arabe et l'anglais au lieu du français. Bon, donc c'est toute une politique qui a été mise en place en Tunisie et il n'y a pas de politique claire et nette de la part de nos amis français pour contrecarrer cette politique-là. Serge, on va conclure à partir de ce point. Tu as basculé dans cette fondation et cette fondation veut s'investir dans la jeunesse et dans le digital, qui est aujourd'hui véritablement l'alpha et l'oméga de ce monde nouveau. En tout cas, on passe à une autre génération. Et comment l'articulation va être faite et vos cibles? En deux mots, Hassan a parlé de l'agilité tunisienne. Il faudrait que l'agilité soit aussi française, parce que malheureusement, nous travaillons avec des cadres anciens, des cadres administratifs, financiers, et on voit bien que c'est un obstacle. Créer une université privée en Tunisie avec le soutien de l'État français, c'est très difficile parce que c'est privé et donc ils n'ont qu'à se débrouiller eux-mêmes. Faire soutenir une université tunisienne par une fondation française, c'est également très difficile. Bon, moi j'étais à l'origine de la création de Tunis Dauphine. Il a fallu apporter de l'argent à la fondation de Dauphine Paris pour qu'elle aide Tunis Dauphine et de l'argent privé. Et j'ai dû convaincre les étudiants du conseil d'administration de Paris Dauphine que c'était une bonne chose que d'avoir Tunis Dauphine. Pour eux, c'était d'abord galvauder le diplôme, c'était la concurrence, etc. Donc, dans les esprits, il faut être plus agile. Même chose pour l'enseignement. Nous avons, avec les écoles françaises, un extraordinaire réseau, très, très sollicité, mais dont les moyens se contractent. Et il est très difficile d'expliquer au système éducatif français, à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, qu'on peut changer de modèle. C'est-à-dire on peut conserver ce modèle, mais on peut avoir un modèle de labellisation qui permet d'essaimer sans avoir à supporter des cadres administratifs, des emplois, des fonctionnaires, etc. Quant aux fondations, c'est pas du tout dans l'esprit français. Enfin, je mets de côté quelques fondations à caractère médical ou humanitaire. L'État français considère qu'une fondation est plutôt une concurrente qu'un partenaire. Moi, je dirige, comme je vous le disais, 3 fondations, dont 2 présidées par Jean-Pierre Raffarin. Donc, a priori, on n'est pas susceptible d'être
des déviants. Néanmoins, c'est compliqué de travailler avec l'État français, parce que l'État français estime que, enfin, quand je dis l'État, c'est les fonctionnaires. Hein, ils estiment que, ben voilà, c'est leur métier, c'est pas comment disait le Conseil d'État, un démembrement de l'État qui doit effectuer des tâches d'intérêt public. Donc, il y a une révolution mentale qui est à faire et qui, malheureusement, est très, très difficile et en tout cas très lente. Je remercie particulièrement l'ambassadeur Grasset. Vraiment, c'est une découverte pour moi. C'est une richesse infinie. Je vais être un abonné de vous. Je tiens à remercier Fouad Lahwa, Serge Degallet, Hassan Zargoni et Pierre Mena pour cette excellente prestation. Merci à vous. Merci à vous de vous intéresser à la Tunisie. Merci.